répondu à notre invitation en... Vous êtes des milliers et des milliers et des milliers... Des milliers de parents, des milliers d'enfants, de grands-parents, de familles. Et c'est ce qu'on voulait. Moi, il y a 2 semaines, quand j'ai eu l'idée d'organiser cette marche, c'est que je me suis levée en imaginant ma fille rentrer au secondaire avec un masque sur la bouche. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. On n'a pas besoin de porter un masque aujourd'hui. Dans les écoles, nos enfants sont en sécurité en vivant à la normale à l'école. Et aujourd'hui, on va en parler avec des spécialistes qui travaillent avec les jeunes. Et quand j'ai pensé à cette marche-là, Éric Duhem, que vous connaissez assurément, animateur radio et bien plus aussi, qui, je le regarde bien sûr sur les réseaux sociaux et je savais qu'il abondait dans le même sens que moi concernant ce fameux masque obligatoire à l'école. Et quand on s'en est parlé, il a dit « Bien sûr, José, j'embarque! » Merci beaucoup, Éric Duhem, d'être là. Merci, José. Tu fais qu'il y a encore plus de monde aujourd'hui parce que les gens, quand on touche aux enfants, quand on touche à nos enfants, on devient des lions et des lionnes et on veut protéger nos enfants. On veut que nos enfants vivent libres, bien, heureux. Leur milieu de vie, c'est le milieu scolaire et c'est pas banal, c'est important. Absolument, José. Merci beaucoup, José. Je veux commencer en vous disant, en remerciant José Turmel parce que il n'y a personne qui serait ici aujourd'hui si José n'avait pas pris l'initiative. Puis je veux la remercier devant vous en partie. Merci à vous. Merci. Je veux vous remercier, tout le monde, d'être ici. Chaque personne, vous en représentez des centaines partout aux 4 coins du Québec. Puis vous venez porter un message excessivement important présentement à ce gouvernement-là qui nous écoute peut-être pas assez en arrière de moi. Puis je veux vous remercier d'avoir été respectueux aujourd'hui. J'ai vu que vous avez respecté les médias, j'ai vu que vous avez respecté les policiers, j'ai vu que vous respectez les gens qui pensent différemment de nous. Et je pense que de cette façon-là, notre message va porter beaucoup plus fort. Oui, bravo. Vous savez, quand José est venu me demander si je voulais co-organiser avec elle cette manifestation-là, sur le coup, j'étais pas sûr. C'est la première manifestation, moi, personnellement, à laquelle je participe, parce que j'écoutais peut-être trop la télé ou je lisais trop les journaux, mais j'avais peur de rencontrer bien des weirdos. Je suis content de voir que vous contredisez ce qui est écrit et ce qu'on dit de vous partout au Québec. Et la première chose que José m'a dit on pourrait faire, c'est de rassembler des gens qui sont sur le terrain en matière d'éducation, en matière de santé. Je trouvais que c'était une idée extraordinaire. Et j'ai dit, José, il n'y a pas de problème. Je connais plusieurs médecins qui sont contre le port du masque obligatoire, particulièrement pour les enfants. Je vais les appeler. J'en ai pas appelé un, j'en ai pas appelé 2, j'en ai pas appelé 3, j'en ai appelé plusieurs. Ils m'ont dit essentiellement à peu près tous le même message. Éric, on est de tout cœur avec toi. Éric, on aimerait ça être sur la scène devant l'Assemblée nationale avec vous autres pour vous expliquer la science et la médecine. Mais malheureusement, on a un ordre professionnel, on a un collège des médecins qui nous bâillonne et on ne peut pas y aller. Inacceptable. Et ça m'a fait plus peur encore, puis je trouve ça plus épouvantable que le confinement puis que le port du masque obligatoire. Dans une démocratie, les gens ont le droit de s'exprimer, puis la science, c'est pas bâillonner. Et là, c'est plus une question de santé publique rendue où c'est là. Vous le savez, partout à travers le monde, il y a toutes sortes de directions de santé publique qui ont toutes sortes de politiques différentes puis qui font toutes sortes de recommandations. Puis il y a des études qui vont dans à peu près tous les sens. Présentement, au Québec, c'est plus des décisions scientifiques qui sont prises, c'est des décisions politiques. Et c'est pour ça qu'on est devant l'Assemblée nationale. Parce qu'en arrière de moi, il y a 125 députés qui siègent, qui sont supposés nous représenter. Ils sont supposés représenter le peuple. Et le peuple, là, ben, ça dépend quel sondage vous croyez. Si vous croyez les sondages du gouvernement, on est 25 % à être contre le masque obligatoire. Si vous croyez d'autres sondages, on pourrait même être 50, 60 %. Mais le chiffre importe peu, puis on n'est pas là pour faire des guerres de chiffres aujourd'hui. Je suis là pour vous dire qu'il y a un Québécois sur 4 ou 1 sur 2, ou peut-être même 2 sur 3 qui sont contre le port du masque obligatoire. Puis il y en a 125 en arrière qui siègent, qui nous représentent. Combien vous pensez, ces 125, qu'il y en a qui sont prêts à venir ici, tenir notre discours? 0 point de barre. 0. Mais ça, on appelle ça un déficit démocratique.
On appelle ça un manque de courage. On appelle ça un bâillon parce qu'ils sont peut-être bâillonnés par la ligne de parti. Je sais qu'il y a des députés qui représentent le peuple et qui pensent comme nous. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas ici. Mais notre manifestation puis votre présence, c'est peut-être pour leur donner un petit peu de courage pour qu'ils arrêtent de respecter la ligne de parti et qu'ils respectent le peuple qu'ils sont supposés représenter. Vous savez, il y a un mois ou deux, si on avait organisé cette manifestation-là, probablement que c'est pas moi puis José qui serait sur la scène, ça serait Horacio Arruda. Parce qu'il nous disait que le masque, c'était pas bon. Il nous disait que le masque, c'était une fausse sécurité. Il nous disait que ça allait avoir des effets pires que les bénéfices. C'est vrai. Aujourd'hui, il n'est pas là. À l'époque, il y a des médecins qui se sont levés, notamment Amir Kadir, qui a été co-chef de Québec solidaire, et son épouse Nima Machouf, qui a été candidate vedette du NPD, et d'autres médecins. Ils sont sortis contre la directive de santé publique pour dire qu'ils voulaient avoir un masque obligatoire au Québec. Il n'y a personne qui les a bâillonnés. Ils ont été sur toutes les tribunes. Jamais le Collège des médecins est intervenu pour leur dire de se fermer la gueule, sinon il allait prendre des sanctions contre eux. Moi, mon but, c'est pas de sanctionner, c'est pas de museler puis de bâillonner Amir Kadir puis sa femme. Mon but, c'est de laisser les médecins libres de partager leur savoir au Québec. Moi, je fais un gouvernement qui fait appel à mon intelligence et à ma raison plutôt qu'essayer de nous faire peur. C'est inacceptable de faire peur aux Québécois comme ils font présentement. Et là, leur nouvelle vague de peur, c'est de nous dire qu'il y a une deuxième vague qui s'en vient. Il n'y a aucun consensus scientifique, mais c'est pas grave, on nous parle de la deuxième vague, Mais moi, j'en ai une deuxième vague qui s'en vient, puis elle va frapper mauditement plus fort que celle dont ils essaient de nous faire peur avec. C'est la vague des faillites, la vague des dépressions, la vague du décrochage scolaire, la vague des restaurants qui vont fermer, la vague de l'économie du Québec qui va couler. Puis ça, on le sait que dans les prochains mois, va frapper mauditement plus fort que le coronavirus. Et donc, assez fait de politique de ma part. Maintenant, je veux inviter des gens qui ont accepté d'être ici. Vous avez compris que les médecins se sont pas bousculés aux portes parce que malheureusement, ils peuvent pas nous parler. Mais il y en a un qui a été médecin pendant un quart de siècle, mais aujourd'hui, il est plus régi par le Collège des médecins. Et il a accepté courageusement de venir nous parler de la pandémie de l'humour. Ici devant vous, puis j'ai plus rien à dire après tout ce que tu as raconté. Je suis très ému. Quel est votre nom? Robert Béliveau. Robert Béliveau, médecin à la retraite. Bravo! Bravo! Vous savez, il y a beaucoup de courage dans les médecins, il y a aussi beaucoup de peur. Alors, on est des êtres de peur et donc de contrôle. Vous voyez ça chez les gens de la santé publique. Plus on a peur, plus on essaie de contrôler. Alors, on est régi, puis on est organisé, on est bâillonné actuellement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller au-delà du bâillon et s'exprimer de plus en plus et clairement. Parce que la science nous dit des choses et la science nous tait des choses. La science ne dit pas tout. Et quand on dit la science nous dit que, non, non. Il y a des scientifiques qui disent ceci, puis il y en a d'autres qui disent cela. La science, c'est l'art de douter. C'est l'art de questionner. Et c'est pas l'art d'imposer ces solutions. C'est l'art de proposer, suggérer, inviter, influencer, tout sauf contrôler. Quand il y a du contrôle, c'est pas de la science qu'on fait, c'est de la politique. Et actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la mauvaise science pour faire de la mauvaise politique. Je vais tout de suite dire que je ne fais pas partie des complotistes, des pro-masques, des anti-masques, des pro-vaccins, des anti-vaccins. Je regarde à chaque fois ce qui se passe, les données, les risques, les avantages, les inconvénients, et je me fais une tête.
et j'attends. Et je me méfie grandement de ce vaccin qui s'en vient et dans lequel on a imaginé une solution providentielle qui va régler tous les problèmes. Et il y a des bonnes chances que ce soit réglé au moment où le vaccin va apparaître. Alors, il y a plusieurs personnes qui prédisent qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Donc, j'ai été médecin de famille pendant 25 ans. J'ai animé des ateliers de réduction de stress basés sur la pratique de la pleine conscience au Centre EPIC à l'Institut de cardiologie de Montréal. Juste pour vous dire que ce que je veux, c'est niveler le terrain de la relation. Dire redonner le pouvoir là où il devrait appartenir, c'est-à-dire aux individus. Arrêter la folie de la prise en charge. La prise en charge des enfants, la prise en charge des patients, la prise en charge, ça décharge et ça surcharge la personne qui prend en charge. Alors l'idée, c'est de redonner un peu de pouvoir aux gens en leur donnant des outils, une formation, pas juste de l'information, mais une formation. Alors, j'aime autant dire aussi que la première chose pour moi qui est importante, c'est d'abord ne pas nuire. Primum non nocere. C'est la base de toute relation des parents avec les enfants, des docteurs avec les politiciens, avec les citoyens aussi. D'abord de ne pas nuire. Et actuellement, je regarde ce qu'on a fait depuis le début. On a nui à toutes les catégories dans la population. Avec le contraire de ce que nous a dit un des grands sages, penser largement, agir localement. Penser globalement, agir localement. Où se trouvent les vrais problèmes, où se trouvent les difficultés, où se trouvent les gens qui sont en difficulté. Dans les CHSLD, on les a délaissés. Là, on s'acharne sur qui? Les enfants. Et c'est là qu'il faut se mettre à intervenir. Comment faire confiance? C'est la base de toute relation. Et je suis ici, je vois des gens, je suis un être de rencontre. Et il y a de la rencontre ici, il y a de l'humain, il y a de l'humanité, il y a de la liberté, il y a de l'espoir. Des fois, je suis tout seul chez moi, puis je désespère. Puis quand je rencontre une foule comme celle-là, ça me redonne de l'espoir. Merci d'être là. Et merci aux organisateurs aussi. Alors, ce qu'on nous invite à faire, c'est polariser, juger ceux qui ne pensent pas comme nous autres ou qui n'agissent pas comme nous autres. Ceux qui portent un masque alors qu'on ne devrait pas en porter, ceux qui n'en portent pas alors qu'on devrait en porter. Il faut arrêter le jugement. C'est les uns envers les autres, de polariser, il faut dépolariser. Apprendre à ne pas juger, comprendre les gens qui en portent, comprendre les gens qui n'en portent pas, pour des raisons qui leur appartiennent, respecter les choix, les libertés des gens de se définir, et que ceux qui ont besoin de se protéger se protègent. Et à partir du moment où on imagine que tout le monde est un porteur potentiel de quelque chose, parce que c'est un asymptomatique ou un pré-symptomatique, tout le monde devient un ennemi. Et c'est extraordinairement pathologique de créer des relations basées sur la peur, sur la méfiance, sur l'inquiétude. Il faut retrouver la confiance, le bonheur d'être ensemble, sans se sentir coupable de prendre quelqu'un dans ses bras. Alors, si vous voulez de la science, j'ai pas besoin de vous en dire bien long. Là. Vous avez juste à aller sur le site de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique. Vous allez avoir tout ça. Mais si vous voulez un tout petit résumé, je vais vous faire ça assez rapidement. Le 6 avril, il y avait des 792 cas positifs, cas détectés. Sur 4805 tests, il y avait 16,5 % des gens testés qui étaient positifs. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a eu 76 cas, le 19 août, il y a eu 76 cas détectés sur 17 062 personnes. Alors, on est rendu à 0,4 % de positivité. Ça veut dire quoi? Ça diminue. Ça diminue, mais les règles, eux autres, ne changent pas. Et on est toujours dans l'urgence sanitaire, alors qu'il meurt une personne par jour à peu près, 1 à 2 personnes par jour depuis un mois.
L'urgence sanitaire, je vais vous la dire, c'est pas celle qui permet d'imposer des règles qui n'ont pas d'allure. C'est celle qui va... L'urgence, la vraie urgence sanitaire, c'est l'urgence de vivre une vie saine. Et une vie saine, c'est une vie qu'on choisit, pas une vie qu'on subit. Bon, je vais finir, là, dire la science, elle nous dit bien des choses, puis il y a des choses qu'elle nous dit pas. Il y a des choses qui ne se... Les chiffres ne disent pas tout. Les statistiques, il y a des gens qui ont dit qu'il y a 3 types de mensonges. Ceux que tu commets, ceux que tu ne commets, ceux que tu omets, les messages, des mensonges par omission, et les statistiques. Alors, les statistiques, on peut faire dire aux statistiques à peu près tout ce qu'on veut. Mais il y a des statistiques qui ne mentent pas. Celles que j'ai dit là, il y a quelques instants, ça ne ment pas. Mais il y a des choses qui ne paraissent pas dans les statistiques, mais qui sont là. J'en ai rencontré des jeunes filles, des jeunes hommes qui étaient très bien avant l'espace COVID qu'on vit depuis 6 mois à peu près. Puis je les ai vus, là, la détresse que j'ai rencontrée. Et voilà. Et c'est des jeunes qui sont sans voix. Il faut parler en leur nom. Et que cesse cette violence systémique. Alors, je termine en disant, quand tu es seul, tu vas plus vite. Mais ensemble, tu vas plus loin. Merci beaucoup, Dr. Béliveau. Merci. Wow. Bravo pour votre audace. Merci de parler. C'est révélateur, c'est touchant. Touchant. Vous savez, on a une dizaine d'orateurs aujourd'hui, d'invités, mais à travers ça, on veut vous mettre un petit peu d'ambiance. C'est quand même familial, on veut s'amuser. On a pensé, en fait, ton recherchiste, d'ailleurs, que j'adore. Un gros merci à Luc de la Sablière qui a travaillé très fort à nous avoir cette belle brochette d'invités et à toute l'organisation de tout ça. J'aurai d'autres remerciements à la fin aussi, la gang d'Appel à la liberté, bien sûr. Mais il nous a proposé, il dit, connaissez-vous Gilles Gauthier? Pour les gens de la jungle puis du zoo de l'époque, vous rappelez-vous? Les imitations, l'humour, c'est également évidemment un parolier, un chanteur, et monté Monsieur Gauthier, et il a décidé de créer des chansons sur des airs connus, bien sûr, vous allez voir, mais en changeant les paroles. Bonjour Monsieur Gauthier. Bonjour, bonjour les amis, bienvenue. Alors, il va nous faire une chanson maintenant. On va faire des entrevues, nos petites chansons plus tard. Bref, il y en aura 3. C'est vraiment intéressant d'écouter ce qu'il y aura à dire. Vous avez eu l'idée de pouvoir exprimer en chanson, avec les paroles, ce que vous voyez, que vous constatez depuis cette histoire de la COVID. Il faut faire quelque chose, tout le monde. Nous créons par nos pensées et nous devons apporter le mensonge du gouvernement présentement. Et c'est ce que je fais par mes compositions, les amis. Et dans la jungle, j'imitais l'ancien premier ministre du Canada, Monsieur Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada. On va pratiquer à faire Arruda maintenant. Non, mais j'ai rencontré Monsieur Legault. Je lui ai fait son imitation, il a viré bout pour bout, mais aujourd'hui, mes amis, il ne peut plus sortir de ma voix, il me déçoit énormément. On va vous écouter en musique. La première chanson, c'est... Johnny Cash. Yeah. OK. Johnny Cash, I'm Johnny Cash. Est obligé de porter le masque. Moi, ça me donne une claque en face. Car je n'aime pas être contrôlé. Quand il s'agit de ma santé. Come on, boy. Non, 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 ça se passera pas comme ça. On va leur montrer
qui on est nous Québécois, ensemble on tient bon. On est les meilleurs, Yeah! on est les meilleurs. All right! All right! Avec moi les Québécois! Non, 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 non! On y va! Non, 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 ça se passera pas comme ça. On va leur montrer qui on est nous Québécois. Ensemble on tient bon. On est les meilleurs, on est les meilleurs. Mes amis, Nos dirigeants sont rendus fous. On dirait bien qu'ils se moquent de nous. Ben tu vois, on se laissera pas faire. yeah! Car nous on est des millions sur la place. Avec moi les amis! Non, 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 ça se passera pas comme ça. On va leur montrer qui on est, nous Québécois. Ensemble on tient bon. On est les meilleurs, on est les meilleurs. Non, 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 ça se passera pas comme ça. On va leur montrer qui on est, nous Québécois. Ensemble on tient bon. On est les meilleurs, on est les meilleurs. All right, folks! All right, folks! All right, folks! Merci beaucoup, M. Gauthier. Merci. Alors, c'est le fun, hein? Ça met de l'ambiance. On va commencer avec notre première invitée, Nathalie Lalonde, prend place. Donc, Nathalie Lalonde qui est de Bois-des-Filions. On a des gens de partout au Québec aujourd'hui. Ça, c'est super intéressant. Viens entre nous deux. Éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie au CIUS du nord de Montréal. Elle travaille sur le terrain avec des jeunes et des ados aussi, donc des jeunes qui ont différentes problématiques. Alors Nathalie, c'est important pour toi de venir parler parce que en imposant un masque comme ça, toi c'est au point de vue de la communication avec les enfants dont tu voulais parler. En fait, je voulais commencer par ça, puis après expliquer un petit peu les enjeux au niveau des problématiques psychiatriques. Excusez, est-ce que vous m'entendez? Oui! OK, donc je vais commencer peut-être à vous faire rire dès le départ, ça va changer l'ambiance un peu. Je sais pas s'il y en a qui ont vu le vidéo qui circule présentement de la petite fille. Ah, je vais vous la mimer, ça va être cute. Ah. Qui là? Elle t'arrache ça. Ah, puis elle fait qu'une face. Voulant dire que c'est ça, cette affaire-là. Tout ça pour vous dire que la communication non verbale est fondamentale dans le développement d'un enfant. C'est un des apprentissages de base qui est souvent manquant, même déjà sans le masque. Parce que les jeunes n'ont pas l'occasion d'être beaucoup en relation, sont en relation avec un écran, mais sont de moins en moins en relation avec les autres. Puis ça amène des problèmes de santé mentale parce que ça développe, entre autres, de l'anxiété. Tu sais, chez les tout-petits, on dit, bon, le masque ne sera pas obligatoire, c'est à partir de 10 ans. Donc, je suis un peu l'avocat du diable. Il y en a qui disent, bon, mais les petits n'ont pas besoin. En passant, il y a des écoles qui ont décidé quand même de l'obliger à partir de 5 ans, malgré tout. Si les jeunes ne l'ont pas, les jeunes de 4, 5, 6 ans, il reste que l'intervenant devant eux qui doit l'avoir ou qui doit avoir la visière et tout, ça a un impact quand même. Oui, exactement. En fait, c'est la base de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le modelage. Donc, l'enfant apprend par ce qu'il observe dans son environnement extérieur. Puis comme les adultes n'offront plus ou peu cet apprentissage-là, l'enfant va être atteint même si lui ne porte pas le masque. Il y a plusieurs enfants à problématiques, soit de comportement, soit de difficultés d'apprentissage. C'est avec ces jeunes-là, donc, que tu travailles, des jeunes qui ont des problématiques de TOC ou autres. Alors, c'est un défi de plus pour eux. Déjà, l'école n'est pas facile pour eux et on rajoute ça, ça va avoir un impact. Là. Ça, c'est clair, c'est déjà catastrophique. Ce qui est important de comprendre, c'est que le stress qui est généré partout présentement sur la planète a un impact sur l'anxiété et le sommeil.
Je pense que ce ne sera pas une nouvelle que je vais vous apprendre, qu'il y en a beaucoup qui ne dorment pas bien et que les enfants ressentent l'anxiété des parents, même si on essaye de leur faire croire que ça va bien. Donc, c'est important que les parents se calment déjà. Mais ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'un trouble de sommeil s'installe puis qui devient sur un long ou moyen terme, un moyen ou long terme, ça a un impact au niveau neurologique. Donc, troubles d'adaptation, troubles de concentration, difficultés scolaires, dépression, anxiété. On part déjà d'une base très simple. Puis la plupart des enfants qui sont conscients, qui s'en vont à l'école, puis qu'on leur fait peur. Hein? Faut vous mettre un masque, il faut faire plein de procédures parce qu'il y a un danger épouvantable. Vous allez peut-être vous contaminer, vous allez peut-être tuer quelqu'un parce que vous allez les contaminer. Fait que c'est excessivement anxiogène pour les ados et les enfants. Puis, excusez, je parle le fil. Ah, ben moi, j'ai plein de questions. Dont une, que j'aimerais ça peut-être qu'on termine là-dessus. Étant donné que tu es dans le domaine, justement, au point de vue psychiatrique, psychologique, souvent, les gens vont dire, les parents qui sont, mettons, pour, vont dire, mais c'est juste un masque. Les jeunes, ils s'adaptent bien avec ça. Les gens ont un petit bout de tissu. Ils sont capables de s'adapter facilement, les jeunes. Ben, c'est pas justement là le danger, dans le sens où qu'est-ce que ça représente dans la tête des jeunes? Il reste que c'est un symbole d'avoir un masque dans le visage. Oui, ben en fait, ce que j'aimerais vous dire là, par rapport à ça, c'est une symbolique peut-être qui m'a beaucoup parlé dans ma carrière. Moi, mon travail, c'est l'observer les enfants pour une précision diagnostique ou un changement de diagnostic. Donc, on fait des ateliers, on fait différentes de l'art, on fait des ateliers de communication, etc. Puis dans un atelier d'art, on avait une jeune qui avait une problématique d'automutilation vraiment, vraiment extrême. Puis pendant cet atelier-là, de pâte à modeler, elle a fait un visage et d'une perfection. Elle avait beaucoup de talent, mais il y avait un bâillon sur la bouche. Fait qu'on s'est bien sûr questionné, hein, on décode beaucoup l'art dans ces choses-là, donc on avait une bonne idée de sa symbolique. Puis cette jeune-là, effectivement, ne pouvait pas dénoncer la violence. Elle illustrait par un masque. Oui, c'est ça, c'était sa façon de nous communiquer. Je vis des choses atroces, mais je ne peux pas parler. Donc c'est révélateur. C'est assez choquant comme témoignage. Merci beaucoup, Nathalie, d'être avec nous. Merci de ta présence. Merci d'avoir le courage de venir parler. Nathalie Lalonde, donc éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie au CIUS du Nord de Montréal. Notre prochaine invitée, c'est Cathy Trépanier-Gauthier. Oui, qui est enseignante en 6e année. Et donc, elle va le vivre vraiment concret là, quand la rentrée va commencer. Dans quelques jours. À Gatineau. Oui, moi j'habite à Gatineau, mais avant de commencer, je veux vous dire merci au nom de nos élèves, de nos enfants. J'ai 4 enfants. Donc j'arrive de Gatineau et j'enseigne en 6e année. Ça fait 15 ans que je suis enseignante. Puis avant de dire, je voudrais féliciter puis dire que les directions, les gestionnaires, on est tout le monde dans le même bateau. OK? Moi, j'ai reçu mon horaire d'école. C'est un vrai casse-tête pour les directions. Ils ont reçu des directives, puis on a des questions, on n'a pas de réponse. Oui. C'est ça, Cathy. On veut comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, puis qu'est-ce que ça va représenter dans les écoles ou du Québec dans quelques jours. OK. Tu parles par rapport au port du masque, parce qu'il y a plein de choses à gérer. Le masque obligatoire, okay. Évidemment. Il y a le masque obligatoire. Donc, l'enfant rentre, doit mettre son masque dans le corridor. Il rentre dans ma classe, il enlève son masque. Il sort aux toilettes, il met son masque. Je ne sais pas comment je vais le gérer. Pour vrai, là j'ai 25 élèves dans ma classe à qui je dois enseigner comment mettre le masque parce qu'on sait très bien qu'une façon de le mettre. On va le mettre quand on rentre, quand on sort. J'ai 2 récréations. J'ai l'heure du dîner, les toilettes. Il arrive, c'est beaucoup de manipulation. Dans la classe, qu'est-ce que je fais? J'ai aucune idée. Moi, j'ai pensé à une affaire. Je vais mettre une belle robe, une longue robe, avec plein de pinces, tu sais, numéro 1,25, avec une petite pochette. Parce que là, imaginez, là, il sort à récréation, il enlève son masque. Mais il va le mettre où, son masque? Il l'oublie, il le perd. Ben c'est ça. Fait que moi, je vais l'aider. Je vais avoir une pochette, il va le mettre dedans. Fait que quand il va rentrer, viens prendre ton masque. C'est ça, là, on est rendu là. Parce que le gouvernement instaure des mesures dans leur tour à bureau, mais quand on
on arrive sur le terrain. C'est comme quand ils ont imposé ça pour les commerçants. Ils ont pitché ça dans la cour des commerçants, puis ensuite, arrangez-vous arrangez-vous avec vos clients. Là, ils envoient ça dans la cour des écoles, des directions d'école, dans la classe, avec les profs, et arrangez-vous, allez-vous avoir plus d'effectifs, plus d'aide. Non, puis c'est ça aussi, j'ai bien aimé Nathalie ce qu'elle a dit. Là, les enfants dans nos classes, on a une belle brochette d'enfants. Il y a toutes sortes de forces, de difficultés. Bien, les enfants qui vivent l'anxiété, déjà au départ, là, moi, j'ai vraiment pas beaucoup d'aide, là. OK? J'essaie de me débrouiller. Je trie, OK? C'est ça qu'on fait. 30 secondes chaque, 12 minutes et demie. 12 minutes le matin, 4 fois, je suis rendue à 1 heure. 1 heure d'enseignement perdu le matin, 1 heure d'enseignement perdu l'après-midi. On me demande de faire le programme scolaire régulier. Là, on rêve en couleur, là. Et puis en plus, là, oui, non, c'est impossible, je vous le dis. On peut pas. Et puis, l'écart pédagogique, on va devoir gérer. Imaginez, il y a des enfants qui ont été laissés à eux-mêmes pendant le confinement. Je vais être obligée, je me fais un devoir. C'est mon travail de m'assurer que l'éducation doit être rattrapée. Et là, j'ai des élèves que les parents étaient là, puis ils les poussaient. Imaginez, l'écart, on vit déjà beaucoup un écart pédagogique dans nos classes. Comment est-ce qu'on va y arriver? On a posé des questions, notre syndicat a posé des questions au ministre Roberge, la FAE a déposé le document, on est toujours sans réponse. L'école commence jeudi. L'école commence. Moi, ma rentrée, c'est mardi, ma rentrée de pédagogie. On est sans réponse. Alors, là, on veut des réponses. Est-ce qu'on peut nous aider, s'il vous plaît? On nous garoche ça dans nos classes. Oui, c'est important parce qu'on va faire du mieux qu'on peut. Ça va être toujours « il a dit ça, elle dit ça, ils ont dit ça ». Ben, c'est qui le ils ont, là? Hein? Cathy, c'est très révélateur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci! Donc, Josée, d'avoir comment ça va se passer sur le terrain. C'est bien beau quand tu décides ça ici avec les fonctionnaires en arrière d'entour qui votent des choses. Et quand tu arrives sur le terrain des vaches, des fois, c'est un autre paire de manches. Tout à fait. Et tout ça, on le sait très bien, en bout de ligne, on le sait que ça donne rien, ils n'en ont pas besoin, parce qu'en plus, vu que ça va être tout croche, la façon dont ça va être porté, l'effet bénéfique supposé d'un masque, ben anyway, ils l'auront pas. D'ailleurs, Cathy, elle a écrit des lettres type que les parents peuvent envoyer à la direction d'école, peuvent envoyer à leurs députés aussi. On va reparler à la fin, parce qu'ils seront accessibles aux parents, parce qu'on a des appels à l'action à vous proposer comme parents, qu'est-ce que vous pourrez faire. On l'a mis sur le site internet de coeurdeparents.com. On va vous en reparler à la fin, mais Cathy nous a généreusement remis ces lettres types si jamais vous voulez les utiliser et passer à l'action, vous aussi. Notre prochaine invitée maintenant, c'est Mélanie Fortin, elle est psychoéducatrice en clinique privée. Oui, et elle était pendant 20 ans dans le milieu scolaire, donc baccalauréat, maîtrise, elle travaille avec des jeunes, elle travaille avec des ados en problème de comportement. Donc, ce que tu vois, toi, Mélanie, c'est vraiment l'anxiété qui va augmenter. Oui, l'anxiété, mais aussi la dépression, parce que dans ma pratique, j'évalue avec des outils concrets. Là, je me base sur ce que les jeunes me disent, mais aussi au niveau de l'évaluation clinique, je le vois avec des chiffres. Là, fait que c'est pas juste ma perception. Puis en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que entre 2010 et 2017, il y a eu